Salut tous les gamers et gameuses, on se retrouve actuellement en Suisse pour une émission un peu particulière qui aura lieu tous les mois pour vous sur GameWedge. Mais de quel thème va aborder l'émission, me direz-vous? Eh bien tout simplement, cette émission vous permet de voir l'envers du décor de ce qu'on appelle les stars du net. Tout simplement, vous connaissez des personnalités du web que vous adorez depuis longtemps. Et bah pour vous, nous allons nous immiscer dans leur quotidien et vous allez apprendre à les connaître d'un angle différent. Pour débuter cette première édition, nous allons nous immerger avec une personne que vous connaissez plutôt bien. Il habite en Suisse, il joue à Call of Duty, il est un grand PGM, dirons-nous, du sniper. Il est entré dans une des plus grosses équipes mondialement connues dans ce domaine avant de créer sa propre équipe. Il a d'ailleurs dépassé le demi-million d'abonnés. Vous voyez sans doute de qui je veux parler? Eh bien effectivement, c'est bien Wartek qui est notre première personnalité du net que nous avons le plaisir de vous faire découvrir. C'est parti! Ce matin, on suit notre petit Wartek pour une conférence de presse et une séance de dédicace au Polymanga. On va suivre bien sûr tout ça en toute discrétion et puis après on ira chez lui à Genève. Allez, go! Est-ce qu'il y aura un jour un one-man pour Diablo X9? Alors, c'est pas du tout prévu. Diablo X9, comme pour ceux qui le suivent, fait pratiquement plus de Call of Duty, ou c'est très très rare. J'avais travaillé avec lui donc, sur les top 10 pendant 3-4 mois. Ensuite, il a pris d'autres directions vers justement un peu plus les jeux comme Battlefield, etc. Donc ça, c'est pas du tout prévu malheureusement, mais il y a un temps, on voulait faire ça pour rigoler, mais ça va pas aboutir. Et c'est pas, pour toi, c'est quoi ton pire Call of? Call of Duty 3, c'était justement des Call of où ils ont tenté de mettre des tanks, etc. On pouvait détruire un tank avec un sniper en tirant dans le bidon, donc c'était trop bien. Mais non, c'était un des Call of les moins bien réussis, les armes étaient, on aurait des fils de fer, c'était n'importe quoi. Est-ce que tu es un joueur à DLC? Je suis un joueur à DLC parce qu'en fait j'avais une base de vidéos sur Modern Warfare 3 où tous les nouveaux DLC qui sortaient, je les analysais justement parce que étant donné que sur Xbox ils sortent toujours un mois avant que sur PS3, je faisais ça justement pour ceux qui me regardaient, pour ceux qui suivaient mes vidéos, si ça valait le coup ou pas d'acheter le mappage. J'ai toujours été impartial par rapport à ça, je disais vraiment mon avis sur les maps, si justement les nouveaux zombies, les nouveaux modes de jeu étaient intéressants. Donc oui, je suis un joueur à DLC. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle, enfin plus si nouvelle politique maintenant des éditeurs de faire payer le multijoueur pour les FPS? Ça c'est un truc qui est vrai que c'est assez récent. On va dire, enfin, il y avait une phrase que j'avais entendue il n'y a pas longtemps, c'est que aujourd'hui les jeux en fait se font en 1 an, des fois en 2 ans. Principalement pour Call of Duty, c'est d'année en année. C'est des jeux qui sont, on va dire, pas totalement finis et qui se rattrapent dans les DLC. C'est un peu le concept, c'est totalement marketing évidemment, et c'est un peu le concept de Call of Duty et des autres grands jeux maintenant. Voilà, il y a comme les jeux free-to-play, ça revient un peu au même en fait. C'est comme si on achetait un jeu et que le multi était free-to-play et qu'il fallait rajouter des trucs pour, on va dire, mieux profiter du multi. C'est un concept marketingment parlant qui est intéressant, mais voilà, qui reste au final, on paye un jeu 70 francs ou 70 € et on finit par le payer 140 avec les DLC, quoi. Donc voilà, c'est un concept intéressant, mais pas pour nous. Alors on se retrouve avec Rémi. Rémi, enchanté Rémi. Donc on t'a vu à la séance dédicace de notre cher Wartek. Dis-moi, ça t'a fait plaisir de le rencontrer enfin en vrai ou est-ce que tu l'avais déjà vu auparavant? J'ai eu des frissons. Pour te dire, j'ai vraiment eu des frissons. C'est vraiment quelqu'un de généreux avec ses abonnés. Il est vraiment sympathique comme tout. Il sourit, il se force pas, vraiment. C'est vraiment un type génial. Puis oui, j'ai vraiment eu des frissons parce que c'est vrai que je le vois plus en vidéo que dans la vraie vie, quoi. C'est la première fois en plus que je le vois, donc c'est vraiment c'est véritable contact avec lui. Voilà, exact. C'est vraiment un petit truc, quoi. Ça fait un petit truc quand même. D'accord. Tu suis ces vidéos depuis à peu près combien de temps maintenant? Ça fait environ ça doit être la troisième année. Ouais, ça fait quand même un petit moment qu'il est sur YouTube. Je l'ai suivi
quand il a eu ses 10 000 abonnés, qu'il a fêté avec Squeezie pour, dans la peau de Wartech 1. Une journée dans la peau de Wartech. Voilà, donc c'est comme ça en fait que je l'ai connu. Parce que c'est un pote qui m'a présenté, qui m'avait dit ouais regarde ça, c'est vraiment cool. Puis ben j'ai regardé, ça m'a vraiment plu. Je me suis abonné, puis depuis ce temps-là, ben, je le suis quoi, vraiment bien. Depuis tu le suis au quotidien et puis t'apprécies ses vidéos. À fond, ouais. Tu n'es pas un hater. Non exactement, je suis quelqu'un de bien. Ça va alors. Dis-moi, dans son parcours que tu connais donc sûrement bien maintenant, quel passage tu as préféré de lui? Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves qu'il est bien? Voilà, si c'est une époque d'or pour lui, vraiment qu'est-ce que tu as apprécié, les moments que tu as apprécié le plus depuis que tu le suis? Les conneries qu'il a fait avec Squeezie, c'est le truc que si on me dit tu connais Wartech, je dis tout de suite, directement, les conneries qu'il a fait avec Squeezie. C'est quelqu'un qui fait rire. Malgré qu'il fait quand même de petits épisodes qu'il feed comme ça de temps en temps, qui fait quand même des parties commentées de temps en temps. Mais le truc que je retiens le plus avec lui, c'est quand même ses conneries avec Squeezie, même avec Gotaga et puis plein d'autres personnes. Mais c'est vraiment avec Squeezie, même Squeezie, c'est quelqu'un de... Ouais voilà, c'est vraiment un chic type quoi. Donc une petite chose pour Anil, pour Wartech, que tu aimerais, peut-être que tu regrettes et que tu aimerais revoir sur sa chaîne? Franchement, non. Non, parfait. Parce que c'est déjà très bien comme ça, puis ça suffit très bien comme ça. Il fait régulièrement, pas trop, ni peu. C'est vraiment comme il faut. Puis c'est ce qu'on veut, nous, les abonnés de Wartech. C'est impeccable. Eh ben écoute, c'est très bien. Merci de nous avoir répondu à ces petites questions. Ça permet de vraiment voir l'envers du décor, de voir vraiment les personnes en vrai, comment vous le suivez. Et écoute, continuez à le suivre comme ça et puis on s'éclate. Ouais, pas de soucis. Voilà. C'est comme ça. Moi, j'ai mis un tweet. Allez, venez quotidien. Je vais aller chier, pisser aussi. Alors, dis-nous, mon cher Anil, dis-nous tout sur ce polymanga. C'est la fin là pour toi, fin de journée. Éprouvante? Très éprouvant, je suis fatigué, ça c'est de ma faute parce que j'ai pas assez dormi. Mais c'était un très bon polymanga, c'était vraiment très bien organisé, j'ai fait plusieurs salons en France et je trouvais que ce salon suisse était mieux organisé. Vraiment j'étais très content et je pense revenir l'année prochaine en tout cas. Voilà, donc dans l'ensemble quand même satisfait même si la fatigue... La fatigue est très présente, mais ouais, c'était vraiment super cool. J'ai pu rencontrer mon public suisse, c'était vraiment top, donc ça m'a fait plaisir. Ouais, donc c'est un événement suisse qui est organisé et puis qui quand même est plutôt pas mal. On s'attendait à peut-être quelque chose de plus petit. Au final, ça tient de bonnes choses. Non, c'était un bon gros salon. En plus de ça, il y avait pas mal de monde, bien organisé. Quelques petits soucis, c'est toujours difficile de gérer un salon, mais c'était plutôt bien et en tout cas, moi, ça m'a vraiment plu. Eh ben nickel. Donc maintenant, il est il doit être 13h30. De ça, et objectif, on va aller chez toi et puis on va aller découvrir ton univers. C'est parti. Let's go. Gaming room de chez toi Anil, on peut voir du beau matériel, on voit que tu es assez équipé, il faut au complet. En regardant ce matériel, je me dis que tu as commencé quelque part. Tu as commencé avec quoi comme matériel au départ? Au tout début, j'avais un Mac, je sais que certains avaient déjà vu ça sur mes vidéos, j'avais un bon MacBook Pro qui suffisait, mais moi je faisais des vidéos avec iMovie. On va dire que c'était pas très pro, ensuite je suis passé à quelque chose d'un peu plus pro au niveau du matériel. Vegas. Voilà, Sony Vegas, qui est mon programme maintenant que j'utilise principalement pour faire mes montages. Et voilà, c'est vrai qu'au début, j'avais pas ce qu'il fallait, et puis voilà, pour faire de la qualité aujourd'hui en vidéo, je peux juste plus me permettre de faire de l'iMovie, donc je suis passé à quelque chose de bien plus professionnel. D'accord. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tes vidéos sur YouTube? En fait, moi au tout début, même avant de commencer moi-même mes vidéos, je regardais déjà des vidéos d'Américains qui eux-mêmes en faisaient, c'était on va dire les pionniers dans le domaine de tout ce qui était montage, commentary, c'était vraiment les premiers à avoir lancé ça, et je me suis dit tiens pourquoi pas, ça se fait pas beaucoup en France, hein, dans le milieu francophone,
pourquoi pas essayer, je me suis lancé. Et j'avais fait un montage tout au début, vraiment un truc, mais même avec, je crois que c'était Movie Maker, vraiment le truc de base. Et je l'ai mis sur YouTube, je suis parti de YouTube, j'ai pu regarder cette vidéo pendant 3 mois et je suis revenu, elle avait 100 000 vues, j'avais 400 abonnés, je me suis dit mais il s'est passé quoi? Et du coup je suis parti sur cette base là et puis voilà, aujourd'hui j'en suis. Et tu étais spécialisé vraiment, tu t'étais focalisé sur faire du sniping ou tu savais pas et que tu voulais faire commentary Non, je savais parce que dans les vidéos que je voyais, ce qui m'impressionnait le plus à voir c'était le sniper. Et étant donné que moi-même je jouais depuis Call of Duty 2 justement au sniper, je me suis dit je vais pas, pourquoi pas tenter voilà, le sniper, c'est quelque chose que je maîtrise bien, les Américains font ça à fond, ça marche bien là-bas. Je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer dans le domaine francophone de tenter de faire du sniper et je savais que c'était ça que je voulais faire. Quoi. Et la première fois que tu as joué au sniper véritablement, tu as voulu t'entraîner et être bon, c'est à partir de quel moment et ça a été quoi l'élément déclencheur? En fait, j'ai commencé donc, sur Code 2, donc comme je disais, les armes dans Code 2, les plus efficaces c'est les snipers, que ce soit les snipers allemands, britanniques, etc. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas tenter. Et en fait, à l'époque, il y a longtemps, il y avait des tournois sur LNP, donc qui était Live and Play, c'était les tout premiers tournois Call of Duty en 2007, un truc comme ça. Et justement, je voyais qu'il y avait des tournois sniper. Je me suis dit, bah tiens, on va voir ce que ça donne. Et du coup, je me suis entraîné. On a fait ces tournois. Pendant un petit moment, on était bien classé au niveau francophone. Et voilà, je suis parti sur cette base-là. Après, il y a les nouveaux Call of Duty qui sont sortis. Et j'ai continué à jouer au sniper. D'accord. Et d'ailleurs, c'est dommage que ça n'a pas vraiment continué dans cette lancée sniping, puisqu'il n'y avait rien vraiment de proposé, à part seulement un peu de compétition, mais ils n'ont pas voulu continuer, donc LNP. Ça restait assez plat. Donc les seuls moments où tu pouvais jouer au sniper, c'était en faisant de la compétition avec des joueurs à l'arme. Exactement, c'était ça. Et en ligne, c'était principalement ça. Il y avait pas mal de joueurs sniper, mais beaucoup de joueurs à l'arme. Et en fait, c'était là où j'ai commencé à m'entraîner. Je me suis dit, tiens, moi, je vais faire que du snipe, c'est pas grave, l'arme, ça m'intéresse pas. Donc voilà, j'ai fait que ça. Et puis au bout du compte, je suis devenu pas trop mauvais. Et puis voilà, j'ai continué sur cette lancée. On continue dans ta chambre, anciennement gaming room. Dis-moi, peux-tu m'expliquer un petit peu pourquoi tu as changé si c'est simplement pour pouvoir avoir plus d'espace ou si tu as d'autres raisons? Non, en fait, j'ai joué pendant pratiquement 1 an et demi ici, peut-être même un peu plus, presque 2 ans. Et en fait, le souci, c'est que je jouais donc au bout du lit, comme ça, assis dans une position qui... Comme on peut voir dans l'intro, là. Voilà, exactement, dans l'intro que j'ai eu pendant plus d'1 an. J'étais vraiment assis comme ça sur mon lit quand je jouais, et en fait, ça me démontait le dos, donc à force, je me suis dit, c'est juste pas possible. Et en plus, j'avais mon PC sur une espèce de tabouret, en cuir, n'importe quoi. Et donc, je suis passé voilà, dans la chambre d'à côté, parce que c'est une chambre il n'y a personne dedans, elle était inutilisée. Donc je me suis dit, voilà, je vais me mettre à côté, ce sera plus facile pour moi, j'ai le PC, les écrans, tout ce qu'il faut pour bien bosser à côté, quoi. D'accord, donc ouais, effectivement, maintenant c'est plus tranquille pour toi, donc là ça reste vraiment une chambre. Voilà, c'est vraiment là où je dors, optionnellement. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un autre lit aussi à côté, mais celui-là, voilà, c'est là où je passe mes nuits. Et ben voilà. Et on peut voir d'ailleurs, tu m'as dit il y a quelques minutes qu'il y avait des néons sur ton lit. Ouais, j'ai un lit pin un peu avec des néons comme ça qui... Ça rend bien, c'est une petite touche en plus, mais c'est vrai que voilà, cette chambre je l'ai depuis presque 1 an. Et voilà, c'est un lit que je kiffe parce que voilà, il est grand, puis je suis tout seul, je dors en étoile, c'est trop bien. Ça c'était un appel hein, pour les filles. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. D'ailleurs, on peut voir aussi une super lampe. Une super lampe qu'il fallait... Je donne l'anecdote pour cette lampe. En fait, je l'ai acheté innocemment il y a 2 ans. Et en fait, j'avais jamais remarqué, mais il y a des espèces de silhouettes de femmes un peu nues. Assez bien, oui, enfin, bien exposées. Voilà, c'est... Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait... Bah merde. Donc, voilà, maintenant j'ai des lampes porno. Voilà, c'est comme ça. Mais elles sont sympas. Hein. Deuxième appel pour... Donc voilà. Maintenant, on va parler d'un petit truc sympathique là, qui a été à la super tendance de ta nourriture, de toi, comme on t'adore. Ouais. C'est les Warsteak. Les Warship Steak. En fait, Warship Steak. J'avais fait une vidéo, même si c'était sur ce lit d'ailleurs, une vidéo que j'avais fait sur ma chaîne secondaire sur ces chips, parce que voilà, c'est un truc un peu spécial, comment je les mange et tout. Et c'est vrai que la vidéo n'est pas trop mal marché, et voilà, c'est ici que je fais mes chips. Donc tu fais des chips ici? Je fais, bon, pas dans la chambre, mais je les fais plutôt dans la cuisine. Donc, on va voir ça alors. On va aller dans la cuisine. Donc là on se retrouve dans ta cuisine pour la préparation des Warship Steak. Warship Steak, exact. Alors montre-nous ce qu'il faut pour faire ces bonnes Warship Steak. Alors c'est pas très difficile, il faut donc un paquet de chips nature. XXL évidemment. Il faut du paprika, bon paprika, piquant en plus, du citron,
Et du citron. Et optionnellement, un saladier. C'est toujours mieux que sur une table. Donc il faut des chips, évidemment. Ouais, tu le mets dans le bol, évidemment. Et Warwick, tu fais des chips, c'est même pas que tu m'invites, t'es vraiment un bon Suisse. Très bien, je t'en bien. Allez, regarde, c'est facile, j'ai déjà mis d'un côté. Donc tu prends les chips, évidemment, on est d'accord. Tu mets du citron. C'est très important de mettre le citron avant le paprika. Pourquoi? Pourquoi? Quand même, Dis-moi pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que le paprika, tu vois, colle sur les chips avec le citron. D'accord. Mais ça doit arracher la tête. Ça doit être collant. Regarde. Non, ça doit pas être collant. Mais en fait, si tu veux, si tu les manges dans trop longtemps, elles vont devenir toutes molles, comme des pommes de terre mouillées. Donc tu vois, c'est Quoi d'autre? Il y a que des pommes de terre mouillées qui peuvent être molles de toute façon. Et en fait, donc, tu vois, regarde, tu mélanges assez simple, tu vois. L'important, c'est de bien mélanger. Je fais ça 3 fois. Et après, bah, c'est tout simple. Et puis c'est prêt. Et puis là, tiens, je te laisse goûter. Ça va te démonter. Tu me diras si ça te plaît. Des gros steak donc. Et voilà. Je suis pas très confus. Vous trouvez ça bon? Ouais. Putain, ça me fait rêver là. T'as les senteurs, tu vois. Regarde le les linge. il y a des cuissons. Vraiment, c'est les chiottes à part ça. Merci. Donc voilà, c'est juste que je fais depuis longtemps et c'est un truc de famille en fait. Donc on fait ça depuis mes générations. Mes grands-parents font ça, ma mère fait ça et obligatoirement je fais ça aussi. C'est des trucs qu'on mange, vas-y. C'est des trucs qu'on mange vraiment genre en apéro quoi. C'est pas mal, non? C'est trop Voilà. Bah oui, c'est du paprika piquant quand même, donc c'est le but du truc. Je pensais que tu savais faire que des vidéos, mais non. Bah tu vois, non, je sais faire des warchips steak. D'accord. Tu vois, c'est mes chips. Bah nickel. Bah écoute, on va se poser dans le salon tranquillement, on va discuter et puis on va manger ces warchips steak tranquille. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve dans le salon avec le peu de warchips steak qui reste, parce que les crabes la dalle, au fait. c'est ça, et puis surtout le staff derrière là qu'on ne voit pas, qui s'est fait plaisir, voilà, donc on peut dire ça comme ça. On va continuer maintenant, en mangeant bien sûr ce warchips steak. On va continuer sur ton parcours, au niveau Call of Duty, au niveau team sniping. Rapidement, parce que beaucoup de gens le savent, et puis après Eaxis, le pourquoi du comment. Alors en fait, donc les principales grandes teams que j'ai fait la Shift, ensuite la Par Acid. contre, j'ai une question super importante. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais c'est normal que tu as des cils de gonzesse. Ouais, attendez, il on faut vraiment faire un gros plan sur ces cils parce que moi ça me choque. Là, j'essaie de participer et d'être un petit peu. me l'a déjà dit souvent et on m'a souvent dit mais tu mets du mascara. Non, je n'avais pas du mascara, c'est juste que ma mère est indienne, mon père est italien. Donc du coup, les yeux viennent de l'Inde. Des origines. C'est des origines indiennes. Ah non, mais c'est choquant, là, je regarde, je me suis rapproché, je me suis dit, oh putain, lui. Et non, pourtant, je me maquille pas, je suis pas de ce bord-là. Bon, bref. Et Oui, parce que donc. merci. Ils veulent tout savoir, les gamagers, il faut rien leur cacher. Et donc, par rapport au team, donc, j'ai fait la Shift, j'ai fait la Acid, ensuite j'ai eu l'honneur de rentrer dans la FaZe, dans laquelle je suis resté 1 an. Et finalement, j'ai quitté la FaZe pour faire la Axis, qui est une team de potes avec lesquels on fait plein de vidéos, on s'amuse, vraiment, on a fait pas mal de trucs, on a justement lancé le projet e-sniping ensemble. Voilà, la Axis, pourquoi du comment? C'est parce que voilà, j'avais une bande de potes avec qui je jouais. Malgré le fait que j'étais dans la FaZe, je jouais pratiquement jamais vu que c'était des Américains, les horaires, les connexions, enfin, c'était jamais tous en même temps. Et justement, voilà, avec la Axis, c'est mes potes, ils sont la plupart français, il y a un belge, etc. Mais voilà, on joue ensemble, on s'amuse ensemble, et c'était vraiment ce que je voulais retrouver au niveau d'une team, quoi. D'accord, donc voilà, tu as voulu rassembler et puis te détendre, enfin de jouer avec des amis et pas seulement avec des collègues juste pour la renommer, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ok, bah c'est très bien ça, à ce niveau-là. Je pensais que c'était un bon projet et que voilà, c'est quelque chose qui me plaît aujourd'hui et qui me permet voilà, de plus m'amuser vraiment que juste faire des vidéos pour faire des vidéos. Puis à la base, ouais, le jeu vidéo, c'est pour se rassembler. Exactement. C'est voilà, par plaisir. Si après on gâche le plaisir uniquement pour autre chose, ça Ils vont me faire chialer, ces gars. Voilà. Bah, on peut parler aussi de ta passion pour le game design. Donc tu es à l'école SAE, c'est ça. ça. Donc, Par contre, excuse-moi si je te coupe, mais niveau design, je sais pas si vous avez remarqué, vous pouvez voir la couleur de ce canapé. C'est juste immonde, quoi. C'est toi qui as choisi la couleur? Ah bah, c'est bon. Non, c'est un très vieux canapé dans mon ancien appartement. Parce que là, je parle du canapé, je dis pas le reste. Là, on voit des bouddhas, des trucs bizarres, mais c'est pas grave. Donc, c'est qui s'occupe un petit peu là de la déco? Bah, en fait, ce canapé, donc, dans l'ancien appartement que j'avais, c'était. Donc, j'habitais dans un autre appartement il y a une quinzaine d'années en arrière. J'ai déménagé il y a longtemps. Des taches en fait- blanches bizarres aussi. Ouais, non,
Et donc j'étais dans un appart où tout était bleu, donc ça rentrait bien en compte. Ici rien n'est bleu, donc c'est un peu l'intrus dans l'appartement et on a bien fait de se poser dessus. Donc c'est parfait, c'est top, mais merci de nous je suis là pour ces moments-là et y a pas de merci souci. pour le détail de mon canapé que j'aime beaucoup. Ça fait plaisir. Mais ouais, donc pour revenir sur le game design de la SAE, en fait c'est une école donc, basée donc, à Genève, il y en a partout dans le monde, il y en a plus de 50 dans le monde. Et voilà, pour le game design, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à ça, on m'a souvent demandé mais qu'est-ce qu'il faut comme bac, qu'est-ce qu'il faut aussi. Donc il faut savoir qu'il n'y a aucune formation qui amène au game design, c'est-à-dire qu'on vous apprend tout à la base, le dessin, tout jusqu'au produit final, jusqu'à la vente du jeu. Donc tout le monde peut y aller s'il est passionné, c'est ça? Voilà, exactement. Normalement, il faut un bac. Je sais qu'en France, il faut un bac. En Suisse, c'est pas obligatoire si on a déjà travaillé, etc. Enfin, c'est un peu d'autres conditions où il faut une maturité suisse. C'est comme le bac. Mais voilà, c'est quelque chose qui est accessible un peu à tout le monde. Et je pense que pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui ont un petit don dans le dessin, ça peut être un parcours intéressant à prendre. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de se lancer dans cette école? Moi, déjà, je suis passionné par les jeux depuis longtemps. Et je me suis dit, voilà, le fait d'avoir justement YouTube, etc., faire mes vidéos, faire ça par passion, etc., je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose de plus poussé dans le jeu vidéo et vraiment le game design, vraiment voir l'envers du décor du jeu vidéo et savoir comment créer un jeu. Donc c'est pour ça que je me suis dit, voilà, ça, ces études-là, c'est exactement ce que je veux faire et c'est ce qui va pousser le fait que peut-être dans le futur, je pourrais avoir un travail là-dedans. Et t'en es où avec ces études-là actuellement? J'en suis que j'ai validé... Ça parle, moi je fais des études et tout, ouais. Et puis j'ai validé ma première année. Tu vois, donc ça s'est bien passé, donc j'ai eu les notes, etc., tout ce qu'il fallait. Maintenant, voilà, on a démarré la deuxième année, et voilà, étant donné que je bouge pas mal, je voyage pas mal. Justement, c'est ce que j'allais dire, t'arrives justement à pouvoir... jongler entre les deux. C'est vrai que c'est un peu chaud, parce que voilà, je bouge beaucoup, donc j'ai pu voir avec le directeur pour faire une espèce de semi-pause de 6 mois. Mais j'ai validé ma première année. D'alternance, quoi. Voilà, exactement, donc là, au niveau du game design, je sais faire un jeu en 2D comme un Mario, comme un truc comme ça, mais voilà, c'est pour le moment j'en suis là, il reste la dernière année pour savoir faire un jeu comme Call of Duty ou comme voilà, peut-être pas de la même qualité, mais en tout cas de savoir le faire quoi. Est-ce que tu penses arrêter YouTube justement un jour pour ça? Je sais pas, c'est-à-dire que étant donné que c'est étroitement lié, c'est vraiment, enfin voilà, il y a la passion du jeu en vidéo, il y a la passion de la création du jeu, je pense pas, je pense que c'est lié, peut-être même que je ferai des vidéos sur comment je pourrais monter mes jeux, faire mes jeux. Sur YouTube, ça pourrait être quelque chose qui des sortes de tutos. Voilà, exactement. C'est des choses que je faisais aussi il y a longtemps, je faisais des tutos, mais voilà, ce serait un truc, pourquoi pas, à mettre en relation ensemble, quoi, clairement. Et ouais, pourquoi pas par la suite, peut-être pour avoir un travail dans le jeu vidéo ou autre. Quoi. Et justement, on va en parler. Dans ton futur, quels sont tes objectifs d'avenir? Est-ce que tu souhaites justement continuer sur YouTube en mélangeant le professionnel avec YouTube ou vraiment passer à autre chose et puis Moi, ce qui m'intéresserait vraiment le plus avec ce que j'ai pu apprendre, avec entre les cours et YouTube, ce que j'ai pu voir, les voyages, etc., c'est vrai que moi, dans mon objectif, c'est d'essayer de travailler dans une société qui fait des jeux vidéo. Pourquoi pas dans le marketing, communication, parce que voilà, il y a quand même une sorte de communication dans ce qui est YouTube, parce que voilà, je présente ce que je fais. Il y a un impact important. Voilà, il y a un impact, il y a tout ce qui est un peu animation en fait dans ce qui est dans le YouTube. Et voilà, dans la communication et le marketing, c'est exactement ça. C'est juste partager les informations et autres. Et donc ce serait quelque chose qui me plairait vraiment, c'est de pouvoir faire ça dans le marketing du jeu vidéo. On voit qu'il est italien quand même, hein, parce que les mains, ça bouge. Alors il se touche, donc ça fait au moins, j'ai regardé, ça fait au moins 5 minutes, il est là comme ça, il parle, et les mains. Mais t'es italien aussi, non? Oui, tu dois mais me ça, t'avais comprendre. pas besoin de le dire. Là, c'est ton interview, c'est pas la mienne. Oui, mais voilà, donc, les mains sont là. Pour te remercier de ces interventions, je vais te laisser des D'accord, chips, mange. Voilà. En plus, elles Tu sont parleras molles. moins. Elles sont molles. Voilà. Là, justement, la réaction chimique, on en parlait avant. Bah oui, à Voilà, force, voilà. avec le Justement. temps. Voilà. Non, mais continue, c'est pas grave. Donc voilà. Bien, parfait. Maintenant, tu nous as fait perdre un peu le fil, c'est gentil. C'est gentil. Je dis plus rien, j'ai compris. Je sers à rien de toute façon, mais c'est pas grave. Continue. Mais non, tu ne sers pas. Il est là parce qu'il est suisse. Parle-moi pas. Regardez, vous avez vu? Encore. C'est pas grave. Allez, vas-y. Donc, tu souhaiterais travailler dans le jeu marketing vidéo, communication. J'espère Donc, vraiment. associer les deux. Et puis, ce serait utile dans des boîtes comme de grosses compagnies telles que Activision ou autres. Electronic Arts, il y a plein. Même, j'ai un truc qui est de plus en plus en essor en ce moment, c'est les sociétés indie game, comme on appelle, donc qui sont des sociétés de développeurs de jeux vidéo indépendants. Il y a, par exemple, ceux qui ont fait Meat Boy, des trucs comme ça, c'est des mecs, ils étaient deux, ils ont fait un jeu, ça a cartonné, ils ont fait ça par passion. Et ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup parce que il faut beaucoup de travail derrière. Ils sont deux, quoi, sur des équipes comme Activision et Game, ils sont 300, 400. Ils ont chacun un rôle. Donc voilà, ça c'est un truc, voilà, si je pouvais vraiment faire quelque chose là-dedans, ce serait juste top. Eh ben, nickel. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces petites questions. Et puis,
nous avoir accueillis chez toi. Mais avec grand plaisir, j'espère que ça vous a Il n'avait pas trop le choix en même temps, là. Mais bon. Voilà. Et puis bah, nous on va finir c'est Warship Steak Molle, enfin, ce qu'il je en répète, voilà parce et ce que qu'il là, en reste parce que franchement, vu ce qu'ils ont bouffé. Et donc bon, nous on vous salue nos chers amis de GameWedge et la communauté francophone gamer et puis prenez soin de vous et puis on se revoit très très vite. Ciao, bye bye. Ciao, ciao. Voilà, moi j'espère que cette émission vous aura plu. C'était une journée complète avec Wartech. On a pu en apprendre un peu plus sur lui, découvrir vraiment son univers, on va dire l'envers du décor. Et moi j'espère que vous avez été attentifs durant la vidéo, car pendant cette vidéo, il y avait une petite manette qui s'est faufilée quelque part dans un endroit un petit peu insolite. Et si vous l'avez découvert, n'hésitez pas à le mettre tout de suite en commentaire immédiatement, car les 10 premiers auront la manette offerte. Donc, n'hésitez pas à foncer regarder, ou peut-être si vous l'avez déjà vu, de dire waouh, à telle minute j'ai vu la manette, parce qu'elle était planquée à un endroit. Je ne vous en dis pas plus, à vous de mettre dans les commentaires et de vous montrer rapide et efficace. Sur ce, derrière ce maléfique Game Room de Anil Wartech, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à la prochaine.